Bonjour à tous. On va rester un peu sur la thématique eau qui a été abordée là dans les deux précédentes présentations, mais là sur un volet plus physico-chimie et microbiologie. C'est un projet du coup collaboratif entre le laboratoire géomatériaux que je représente de l'université Gustave Eiffel et l'ESU de l'UPEC avec Julien Leroux et Midung qui est ici. L'objectif de ce projet, c'est de mettre en lien les compétences de nos deux laboratoires. Nous, de notre côté, on est plutôt sur des procédés de traitement de l'eau, développer des nouvelles techniques de traitement de l'eau. Et du côté du LESU, on est plutôt sur l'évaluation de la qualité de traitement de l'eau avec des techniques avancées d'évaluation de la qualité chimique et microbiologique de l'eau. Alors, pour nous présenter rapidement, du coup, les différentes thématiques de recherche de nos deux laboratoires. Donc nous, le laboratoire géomatériaux et environnement qui est à côté, de l'autre côté du RER, avec deux thématiques de recherche. Un premier axe qui est sur l'interaction polluant au sol, donc plutôt sur les procédés de traitement de l'eau, procédés d'oxydation avancée en particulier. On fait du traitement de l'eau, des collègues travaillent aussi sur le traitement des sols, avec une approche multi-échelle, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe à l'échelle locale, donc parfois juste au niveau du matériau, donc dans des échelles micrométriques, nanométriques, et puis après aussi des changements d'échelle, passer sur du procédé, des réacteurs, du coup, de la taille de plusieurs dizaines de litres, voire du mètre cube. Et on a un autre axe aussi au laboratoire qui est sur la formation et évolution des géomatériaux, qui rejoint un peu ce qui a été présenté aussi là, sur le brunissement du plomb. Il y a pas mal de thématiques de recherche qui sont en lien avec ce qui a été présenté précédemment. Et on a aussi parfois des projets transverses entre les deux axes, notamment quand on a des matériaux d'intérêt technologique. Alors, pour le laboratoire LESU, c'est eau, environnement et système urbain. Et donc, c'est un laboratoire, on dit, multidisciplinaire, parce qu'on fait, enfin, en sciences de l'environnement, parce qu'on travaille dans différents domaines. Par exemple, l'hydrologie urbaine, la chimie de l'environnement, et puis écologie microbienne, ainsi la modernisation. Et donc, l'objet de recherche du laboratoire LESU, qui sont l'eau et le sol, dans une vigne durable. Et donc, pour rendre la vigne soit durable, notre travaux de recherche s'est focalisé sur de comprendre tout d'abord le flux d'eau et le flux de contaminants dans les vignes. Et puis, une fois le connaître des flux, on développe des nouveaux concepts pour gestion de l'eau et le sol. Et donc, la recherche du LESU s'incline en trois thématiques. Et donc, tout d'abord, l'innovation pour la gestion durable de l'eau et de la vigne. Et donc, on a plusieurs projets de recherche, par exemple au CAPI, qui développent des solutions plutôt socio-techniques, par exemple pour la séparation de l'urine et puis la réutilisation. Et puis, notre projet, c'est FITOP pour la réutilisation des eaux grises. Et puis, notre thématique de recherche concerne la protection des écosystèmes et des ressources naturelles. Dans le cas, on a des projets FORPAT qui suivent de qualité des milieux récepteurs, par exemple la Seine, et aussi ces milieux aquatiques. Et puis aussi, il y a des autres projets concernant les milieux récepteurs en termes sol. Et puis, dernière thématique de recherche sur le fonctionnement, résilience et adaptation des systèmes de gestion des eaux urbaines, dans lequel nous allons mettre plus notre effort sur l'analyse des micropolluantes, également le micro-organisme. Les micro-organismes en termes de pathogènes, de virus et de gènes de résistance dans des ouvrages assainissement qui nous permettent d'évaluer l'efficacité du système et un suivi sur la qualité des eaux traité, dans lequel on a un partenaire avec Clément sur le projet Electro. Alors, pour rentrer plus spécifiquement dans le contexte scientifique de ce projet, donc, on s'est intéressé aux eaux résiduaires urbaines, donc, qui représentent un enjeu aujourd'hui assez important, que ce soit sur l'impact environnemental des rejets des stations d'épuration, donc de nos rejets. Sur la réutilisation des eaux traitées aussi, c'est des thématiques dont on entend de plus en plus parler pour faire face
aux périodes de stress hydrique. On a globalement suffisamment d'eau, mais périodiquement et sur certains territoires, on peut manquer d'eau. Et l'utilisation des eaux résiduaires urbaines peut constituer potentiellement une ressource. Et aussi, ça rejoint un peu ce qui était présenté avant sur la qualité des eaux de baignade pour recréer des zones de vacances localement. Alors pourquoi c'est un enjeu important? Donc tout d'abord, c'est une énorme ressource en eau, hein, entre 13 et 15 millions de mètres cubes par jour qui sortent des stations d'épuration et qui sont rejetés du coup dans l'environnement. C'est pour ça que c'est considéré dans potentiellement des stratégies de réutilisation des eaux traitées pour l'irrigation ou pour d'autres types de réutilisation, lavage de la voirie, des choses comme ça. C'est aussi un enjeu puisque on arrive à traiter ces eaux usées, mais il reste tout le temps des micropolluants organiques. Alors on est à des concentrations de l'ordre de la dizaine, de la centaine de nanogrammes par litre qui comme ça ne peuvent ne pas représenter forcément grand-chose, mais par exemple si on fait juste un bilan sur une station d'épuration de la région parisienne, la station Seine-Aval, par exemple sur un pharmaceutique, si on multiplie la concentration par les volumes d'eau traitée, ça représente quand même, juste pour un pharmaceutique, 157 kg de ce pharmaceutique rejeté par an du coup dans l'environnement. Et puis aussi on a des questions qui sont par rapport à la qualité microbiologique de l'eau, et notamment des questions qui montent par rapport au développement des bactéries et des gènes résistants aux antibiotiques, puisque dans les stations d'épuration, on a des résidus pharmaceutiques, on met en place des procédés biologiques, et donc on peut avoir un lieu où ces problématiques se développent. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui dans les stations d'épuration, on a des traitements primaires, des traitements qu'on appelle secondaires, qui permettent d'atteindre les normes actuelles, la réglementation actuelle en termes d'abattement de la pollution organique, de l'azote, du phosphore, donc des grandes classes de polluants. Mais par contre, les stations d'épuration telles qu'elles sont faites aujourd'hui ne permettent pas de répondre à cette problématique des micropolluants en sortie de station d'épuration et de la qualité aussi microbiologique de l'eau qui sort de ces stations d'épuration. Donc ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est de développer des traitements qu'on va appeler du coup tertiaires, donc c'est la troisième étape de traitement, qui va avoir pour objectif de jouer sur cette qualité chimique en termes de micropolluants et sur la qualité microbiologique de l'eau. Alors il y a des procédés qui existent déjà, comme l'ultrafiltration, donc là on va séparer physiquement tout ce qui va être micro-organismes, mais par contre on a des tailles de pores qui sont trop grandes et donc on ne joue pas forcément sur la qualité chimique et sur la rétention des micropolluants. A l'inverse, par exemple, le charbon actif va permettre de retenir les micropolluants, mais ne va pas jouer sur la qualité microbiologique de l'eau. Et à côté de ça, du coup, nous, on travaille sur des procédés d'oxydation qui ont potentiellement la possibilité de jouer sur les deux tableaux, mais avec des questions aussi qui se posent, comme là on fait de la chimie, après, sur la formation de sous-produits indésirables, et puis toujours dans un contexte où le coût de l'eau, ça représente un coût pour la collectivité, pour les privés, et donc du coup on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, et les coûts en traitement de l'eau sont quand même souvent tirés vers le bas. Alors plus spécifiquement, nous au laboratoire, on travaille sur des procédés électrochimiques d'oxydation avancée, c'est-à-dire qu'on utilise l'énergie électrique pour venir traiter l'eau. Donc l'énergie électrique, on l'utilise notamment pour convertir notre molécule d'eau, là, à H2O, en radicaux hydroxyles qui vont avoir la capacité ensuite de venir oxyder nos molécules organiques ou nos cellules. L'intérêt de ce type de procédé, c'est que ça va pouvoir agir sur différents types de polluants, donc y compris les plus réfractaires, les résidus pharmaceutiques, pesticides, etc. On a des aspects réacteurs aussi qui peuvent être intéressants. On n'a pas d'ajout de réactifs chimiques, donc on a uniquement l'énergie électrique. Donc pour des configurations aussi décentralisées, ça peut être intéressant. On a juste besoin d'énergie électrique. Et donc c'est adapté pour des applications potentiellement décentralisées si les villes venaient à changer de stratégie de gestion de traitement des eaux. Donc au laboratoire, on travaille sur le développement de matériaux d'électrodes adaptés, des configurations de réacteurs, comprendre les mécanismes de transport de matière, mécanismes réactionnels, donc toute la physico-chimie autour de ces procédés et pour leur application en traitement de l'eau. Et au LESU, du coup, on va y revenir plus longuement après, du coup, sur plutôt les méthodes d'analyse avancées pour comprendre la qualité chimique et microbiologique de l'eau. Alors les objectifs du
du projet. Donc c'était de tester les procédés électrochimiques que l'on développe au laboratoire avec les techniques analytiques du LESU en ce qui concerne la qualité chimique de l'eau traitée, donc c'est-à-dire les micropolluants, et la qualité microbiologique. Donc la qualité chimique avec différents types de paramètres que je vais vous présenter un petit peu par la suite, et la même chose pour la qualité microbiologique. Alors ce qu'on a fait, on a mis en place aussi une collaboration dans le cadre du projet avec le SIAP, qui est le gros syndicat interdépartemental de traitement des eaux de l'agglomération parisienne, donc c'est gigantesque. Ça traite 2,5 millions de mètres cubes d'eau usée par jour. Et ils ont un pôle innovation avec un hall d'essai sur lequel on peut avoir accès pour avoir directement accès aux effluents réels. Et on peut venir aussi mettre en place nos dispositifs expérimentaux sur site pour éviter d'avoir tous les aspects où on vient prendre un échantillon, on le stocke dans un bidon, et puis on fait la manip 3 jours après, l'échantillon s'est altéré, et là du coup on peut faire nos manips directement sur site. Et on met en place, nous au laboratoire, on a différents procédés, du coup soit des réacteurs qu'on appelle type batch, donc seulement un grand bécher avec des électrodes planes, et on travaille aussi sur le développement d'électrodes poreuses avec un flux traversant au travers qui va permettre d'améliorer l'efficacité du procédé. Alors si on rentre un petit peu dans le détail de quelques résultats rapidement, on s'est aussi posé une question. Alors il y a toutes les analyses qui sont développées par le LESU, qui sont des analyses très poussées, qui permettent de savoir est-ce que ça marche vraiment sur des micropolluants, sur la microbiologie. Mais en termes opérationnels, après, ce n'est pas ça qui va être utilisé. En opérationnel, on a besoin d'avoir des paramètres qu'on va acquérir rapidement, qui ne vont pas coûter trop cher, qui ne vont pas être trop chronophages. Et donc, on s'intéresse aussi à développer des mesures spectroscopiques qui pourraient être des bons indicateurs de la qualité de l'eau. Et donc, il y avait une première partie des résultats qui a été dédiée à ça. Et notamment, on se rend compte que la fluorescence, des mesures de fluorescence, qui sont des choses qui peuvent être des données qui peuvent être acquises rapidement, peuvent être des bons indicateurs de la dégradation des molécules qui étaient initialement présentes dans les fluents. Et puis à côté de ça, sur les résultats qu'on voit en bas, quand on met en place notre procédé chimique, du coup, on a un compromis à avoir entre la dégradation des molécules initialement présentes et éviter de former des sous-produits indésirables. Donc par exemple, on voit que quand on utilise des électrodes planes, donc c'est les barres grises, on va avoir des abattements partiels d'un polluant modèle, et aussi on va avoir des formations relativement importantes d'un sous-produit qu'on ne souhaite pas, les chlorates. Et quand on passe sur nos membranes électroactives, donc avec le flux traversant au travers, il y a des mécanismes physico-chimiques qui nous permettent d'atteindre des rendements d'abattement des micropolluants plus élevés, ce sont les barres bleues, tout en limitant la formation de nos sous-produits indésirables, notamment à la charge électrique la plus faible, là à 17,3 ampères-heure par mètre cube. Donc, voilà. Donc ça nous permet d'identifier des conditions opératoires, des matériaux d'électrode, et donc un procédé qui serait potentiellement pertinent pour cette application en traitement tertiaire des eaux résiduaires urbaines. Alors au LESU, du coup, ensuite on a envoyé les échantillons au LESU. Donc il y a une première partie sur la qualité chimique de l'eau avec les analyses de micropolluants qui est portée par Julien Leroux, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais donc sa thématique de recherche, qui est une thématique de recherche à part entière, c'est de développer des analyses poussées pour venir voir ces faibles concentrations en micropolluants dans des matrices compliquées comme des sorties de stations d'épuration. Et donc, il met en place des protocoles. Donc, d'abord, on prend l'échantillon, une extraction sur phase solide, c'est-à-dire que nos polluants qui sont en phase liquide sont d'abord extraits sur une phase solide, donc en utilisant différentes phases qui vont permettre de récupérer toutes les molécules qui sont dans l'échantillon. Et puis ensuite, après, il récupère ce qui a été récupéré sur ces cartouches pour l'envoyer sur des appareils chromatographiques, donc la chromatographie liquide, couplé avec un détecteur de spectrométrie de masse haute résolution qui permet de générer tout un tas de données sur toutes les molécules qui sont présentes dans les fluents. Et ces données, après, qu'il va analyser d'abord avec une approche statistique, ça produit énormément de données. Alors, par exemple, là, par analyse en composantes principales, on repère déjà que les signatures chimiques, les signatures de composés sont différentes entre les effluents bruts et les effluents traités, donc on a quelque chose de différent. Après, ce qui reste à faire, c'est d'identifier qu'est-ce qui est différent. Et ensuite, il peut aussi analyser, par exemple, le nombre total de marqueurs qu'il y a dans ces échantillons, voir qu'il y en a moins, donc on a éliminé des molécules après traitement.
Donc ça, c'est ces approches qu'il appelle non ciblées. Et après, du coup, on a aussi les approches en mode suspect. Ils ont toute une base de données où ils réussissent à venir détecter du coup exactement quelles molécules sont présentes dans les fluents. Et là, on peut aller sur des rendements d'abattement de ces différents micropolluants. Donc par exemple, la carbamazépine, le citalopram, qui sont des pharmaceutiques. Et on peut venir voir voilà, en orange ce qu'il y a dans le brut. Avec un traitement dans une certaine condition opératoire, en gris, on a un abattement partiel. Et puis ensuite, on peut avoir un abattement complet aussi, par exemple, de la carbamazépine. Alors, pour un autre paramètre, à part les micropolluantes dans les eaux traitées, on sait que dans les eaux usées qui traitent l'intérieur de stations d'épuration plutôt municipales, c'est le lot usé qui vient du bâtiment de nous-mêmes. Et donc, normalement, ça contient beaucoup de pathogènes dedans. Et donc, c'est un autre paramètre qui est important également que le micropolluant à mesurer, à surveiller, c'est le paramètre microbiologie. Et donc, les paramètres microbiologie peuvent être identifiés ou peuvent être mesurés par différentes manières. Donc, soit c'est abondance, soit l'activité des micro-organismes, soit c'est la diversité, donc la diversité génétique. Donc, ça nous permet également de mesurer les gènes de résistance. Et donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ici une technique qui nous permet de quantifier les cellules microbiennes dans l'échantillon via une technique qu'ils appellent, ou un appareil qu'ils appellent cytométrie en flux. Et donc, le principe de la technique, c'est dans une solution, nous avons deux fluorochromes. Les fluorochromes vont fixer sur le ADN des cellules. Et donc, normalement, le cyberine va fixer sur l'ADN des cellules intactes. Et puis, PI, c'est iodure de propidium, je vais y arriver. C'est sur l'ADN des cellules, mais plutôt endommagé. Ça veut dire que, un exemple, si les cellules étaient attaquées par la méthode de traitement, ça peut endommager la membrane cellulaire. Et donc, en fait, sa porosité est plus grande. Et du coup, le fluorochrome, il peut passer à travers les cellules, la membrane, et puis fixer sur l'ADN. Par contre, si cette cellules est intacte, il ne peut pas traverser. Donc, cette technique qui nous permet d'identifier les cellules intactes à part les cellules endommagées à côté. Et donc, sur la figure en haut à droite, qui nous permettent d'identifier ou de distinguer entre les cellules intactes de couleur rouge et cellules intactes couleur rouge et cellules endommagées, c'est couleur vert. Ce qui sépare avec le fond, le bruit de fond, c'est par rapport à la taille de la cellule. Et donc, on voit que sur les nombres de cellules totales dans l'échantillon, donc on voit qu'il y a une diminution entre le brut par rapport au traitement. Donc, on voit que le traitement, il y a un effet sur le nombre de cellules totales. Et donc, si on regarde le nombre de cellules intactes, on voit que le pourcentage de cellules intactes sont également diminués par rapport avec le brut à travers ces différents traitements. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est plutôt le gène de résistance. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la structure d'une cellule microbienne. Et donc, en général, les cellules microbiennes, c'est unicellulaire. Et donc, il y a des membranes cellulaires qui englobent tous les parties contenues dedans, comme il y a les parties génétiques, et puis les protéines, et puis d'autres choses. Et donc, en fait, si une technique, enfin, un traitement, il est efficace, ça veut dire qu'il casse ces membranes cellulaires, et puis larguer ou libérer tout le contenu génétique à l'intérieur. Donc, des fois, il y a un micro-organisme, ce n'est pas un pathogène. Par contre, ils ont dans le génétique, dans le génome, il y a des gènes résistants à quelque chose, résistants à un micropolluant. Et donc, quand il casse la membrane, donc la partie génétique qui sort dans le milieu, et du coup, le gène résistant, il devient mobile. Donc, c'est potentiellement possible, avoir des mutations de gènes de résistance mobiles dans un pathogène. Et du coup, le pathogène il devient beaucoup plus résistant aux conditions environnementales.
Et donc, ici, on va regarder est-ce qu'il y a un impact de traitement sur le gène de résistance. Et donc, pour étudier le gène de résistance, on va d'abord récupérer des eaux traitées issues du traitement. Après, on va, comme micropolluante, il faut le capter, il faut le récupérer. Et donc, nous, on va récupérer tous les micro-organismes sur le filtre. Ensuite, on va passer une étape, l'extraction de l'ADN, pour pouvoir récupérer l'ADN. Et puis après, on va passer une méthode, on dit le séquençage au débit, par un laboratoire qu'ils appellent Eurofin. Et puis après, on a une étape de traitement de bioinformatique qui nous permettent dans le cas de projets électro, pour l'instant, on n'a pas encore eu les séquences, on n'a pas encore tout avoir les séquences, donc on ne peut pas traiter des données sur le côté bioinformatique. Mais ici, je vous présente quelques exemples pour d'autres projets dans le cas de notre traitement. Et donc, on voit dans le A, on a des eaux brutes, et dans le B, on a des eaux traitées avec un autre agent oxydant, c'est acide performique, mais ce n'est pas avec ce projet. On voit par exemple la population plutôt de couleur verte a été diminuée par rapport avec non-traitement. Et donc, en fait, on peut expliquer de cette observation, parce qu'en fait, les membranes cellulaires de cette groupe, ils sont plutôt les membranes de gamme moins. Je ne sais pas si vous avez un terme gamme moins ou gamme plus, mais le gamme moins, ça veut dire que le membrane, il est très fine, et du coup, le traitement est plus efficace sur le gamme moins que le gamme plus. Et puis après, un autre exemple sur le résultat de gènes de résistance, dans le cas de traitement, on voit que les couleurs vertes, l'intensité est plus forte, les couleurs jaunes, l'intensité est moins forte. Donc on voit que certains gènes de résistance sont diminués par rapport avec le témoin. Donc pour conclure, ce projet, c'était, je pense, très intéressant pour nous. On a pu bien comprendre aussi les contraintes de chacun, rien qu'au niveau méthodologique, pour mener du coup à bien ce type de projet. Et donc ce qu'on souhaite maintenant faire, donc finaliser l'étude qu'on a entreprise. Il y avait 2 stagiaires de Master 2 qui ont fait leur stage, un au LESU et un au LGE. Donc il nous reste encore la partie dont parlait Midong de séquençage et d'analyse des gènes résistants aux antibiotiques. Valider aussi, il nous reste sans doute quelques manips à faire sur les résultats qu'on a eus qui étaient les plus sympas avec les membranes électroactives. Et puis ensuite, l'idée là, c'était dans le cadre de l'amorçage de faire perdurer la collaboration, puisque on développe des procédés de traitement de l'eau, il y a des outils analytiques super intéressants au LESU, et donc au fil des projets, continuer cette collaboration, soit sur d'autres types de procédés émergents, de catalyseurs qu'on développe au laboratoire, et puis continuer la réflexion aussi sur les paramètres les plus pertinents à utiliser pour évaluer la qualité en sortie de station d'épuration. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Merci. Bon, je suis une partie des travaux par ailleurs, et ça me laisse penser que parmi les perspectives, c'est la toute dernière puce sur les choses émergentes ou les autres approches. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est bien miniaturiser en gros tout ce qui est spectromètre, surtout sur la base des résultats que vous avez, qui permettent effectivement de mieux comprendre en gros quels sont les micropolluants. Et sur l'aspect microbio, on est aujourd'hui capable de miniaturiser en gros des détecteurs précis d'ARN. Alors on n'est pas encore à l'ADN, mais ça commence à prendre forme. Ce sont des travaux qui se font ici d'ailleurs. Voilà, très exactement. Voilà, et je me demande s'il n'y aura pas effectivement un potentiel important de faire en sorte que vos travaux servent finalement à préfigurer, à faire en gros un cahier des charges de ces systèmes qui sont peut-être beaucoup plus légers évidemment que la spectrométrie de masse qui est extrêmement coûteuse, ou les autres appareils de laboratoire, mais qui donne effectivement une image très précise finalement de ce qui sort de ces eaux résiduaires. Oui, alors, sur la partie chimie, c'est exactement ça. Du coup, là, sur la fluorescence, du coup, essayer de trouver la méthode spectroscopique qui va pouvoir être
à ensuite miniaturiser, analyse en continu, qui va servir et être sûr que l'information que donne ce paramètre soit bien corrélée avec du coup, les autres types de paramètres beaucoup plus coûteux, beaucoup plus chronophages. Et voilà. Et sur la partie microbiologie, après, je connais. Alors, pour la partie microbiologie, donc déjà, il y a l'appareil, la Partocène, qui nous permet déjà d'identifier dans un premier temps, parce qu'en fait, comme il a dit toujours, c'est que le côté ADN, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et ça coûte très cher. Et donc, des fois, l'entreprise ou le SIAP, l'agent de traitement des eaux usées, il demande toujours, est-ce qu'on peut avoir un résultat tout de suite pour identifier l'efficacité tellement. Il dit, ah ben non, c'est pas possible, bah oui, il faut chercher. Et donc le cytomètre était développé effectivement pour répondre à cette question. Et puis après, pour le côté génétique ADN, effectivement, maintenant, il y a beaucoup les technologies développent très, 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 très vite et très fort. Donc, Next Generation Sequencing, je pense que vous connaissez ou non. Donc, ça nous permet d'identifier tous les ADN dans l'environnement. De tout. C'est comme les micropolluants, en fait, au début, on cherche que des groupes très spécifiques, très ciblés. Et maintenant, c'est tout. Donc, à l'époque, je dirais, il y a 10 ans, c'est pour 50 séquences dans l'échantillon. Maintenant, c'est 20 000, 50 000. Et donc, il y a besoin en temps pour le traitement des données. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, le plus important, c'est la génétique. Donc, vous parlez de ARN. Donc, effectivement, c'est encore beaucoup plus poussé sur les résultats, parce que l'ADN, il est là, mais je ne sais pas s'il travaille. Par contre, ARN, c'est actif. Donc, on sait que c'est beaucoup plus précis. Et cependant, les manipulations ARN en laboratoire, c'est très fragile. Donc, en fait, l'ARN se dégrade très vite. Et donc, c'est difficile de le faire pour l'instant. Mais il y en a. Et si, normalement, dans les milieux naturels, l'ARN, il n'existe pas beaucoup, en fait. C'est beaucoup à l'ADN parce que c'est très fragile, c'est dégradé tout de suite. Donc mais ça ne prend pas à faire l'avenir. Merci beaucoup.